nous avons choisi de convier à cette journée d'études, à cet après-midi, des intervenants qui vont parler cette fois-ci, mais il en a été un tout petit peu question, notamment dans la contribution de Claire Barbillon, de la manière de mettre en scène, d'exposer le récit dont nous avons parlé justement tout à l'heure, autour de ces œuvres, le récit historique autour de ces œuvres. Et de quelle manière, finalement, les scénographes, les conservateurs décident de ne pas raconter les tribulations, les aléas des œuvres, qu'il s'agisse de sculptures, de fragments d'architecture, comme ça va être le cas avec l'intervention de Negin Mathieu, ou de peinture, ou d'objets d'art décoratifs. Donc je rappelle une seconde avant qu'elle me remplace à ce podium que Negin Mathieu donc, a travaillé longtemps au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre sur l'histoire de l'archéologie et des collections d'antiques. Elle est là, plus récemment, elle a été nommée en 2014 chef de service du service de l'histoire du Louvre. Et c'est elle qui, en fait, a été chargée du très beau projet que peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir, d'apprécier, celui du pavillon de l'horloge qui a été inauguré en juin 2016, qui montre un petit peu, je dirais, les coulisses du Louvre. Et les coulisses notamment du Louvre en tant que bâtiment, en tant qu'écrin des collections. Donc je lui laisse la parole en la remerciant d'avoir accepté notre invitation. Donc c'est à vous, Negin. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors effectivement, nous allons parler cet après-midi d'expérience suite aux belles communications de ce matin. Et pour répondre au mieux à l'invitation de Scarlett Reliquet, des organisatrices de ce colloque, que je remercie infiniment, je vais emprunter tout d'abord un détour que vous voudrez, j'espère, bien excuser, où je vais présenter, non pas raconter et exposer une œuvre tout d'abord, mais, pour mieux y revenir, raconter et exposer la vie d'un monument. En effet, c'est ce propos qui a nourri la réflexion que nous avons eue au Louvre autour de la création d'un centre d'interprétation sur le palais Musée du Louvre, un centre d'interprétation appelé aussi Pavillon de l'horloge, qui devait expliquer la particularité et la complexité d'un musée qui est aussi un monument historique. Ce centre a été conçu en 18 mois par une équipe pluridisciplinaire au sein du musée, donc autour du service d'histoire du Louvre, par le service de la médiation dans les salles, par le service de suivi de projet des architectes, par un ensemble donc, qui a vraiment nourri cette réflexion collective et qui a été inauguré le 5 juillet dernier. Ce centre a été souhaité par Jean-Luc Martinez, donc, qui est président-directeur du musée du Louvre et qui était le commissaire général de cet espace, dans le cadre de son projet général pour le musée du Louvre, qui se voulait soucieux vraiment du renouvellement de l'accueil du visiteur. Évidemment, un meilleur accueil physique, tout d'abord, et une meilleure orientation sous une pyramide rénovée, qui, vous savez, accueille beaucoup plus de visiteurs qu'à l'origine, mais aussi une meilleure présentation de ce qu'est le musée, de ce que l'on peut y trouver. Alors, si l'espace de la petite galerie, qui était ouvert un an auparavant, et d'où vous voyez déjà l'ancienne présentation, est consacré plutôt à une présentation des différentes thématiques d'histoire de l'art, à différents modes artistiques, celui du pavillon, lui, devait être consacré non plus en schématisant à ce qui est consacré, à ce qu'on peut trouver dans le musée, mais au musée lui-même, à son architecture, la complexité de son plan, la singularité de son organisation en parcours, de l'institution elle-même, et aussi son présent et son actualité. Donc, en schématisant, l'un s'attachant plutôt à un espace à haut contenu, même qu'on peut trouver au sein du musée, et l'autre plutôt au contenant. Cependant, au Louvre, s'éloigner des œuvres pour raconter les murs, c'est retrouver une autre création, c'est celle du monument historique, une œuvre architecturale de 800 ans, à laquelle le visiteur qui vient découvrir le musée se confronte nécessairement, et parfois avec difficulté, alors même qu'il s'agit du richesse. Effectivement, le musée porte en lui, peut-être plus qu'il n'expose d'ailleurs, un décor exceptionnel, extrêmement varié, résultat heureux de cette longue histoire.
et un décor qui peut parfois être tout à fait en rupture avec les œuvres présentées, comme vous le voyez par exemple sur ces images, où la tête d'un homme du Nouvel Empire a pris place dans la chambre du roi, la Diane Chasseresse occupe le centre de la salle d'apparat décorée sous la Renaissance, ou bien encore ces sculptures de Donatello logées dans les écuries Napoléon III. Ainsi, le musée expose un décor autant que des œuvres, et on pourrait dire, dans cette confrontation, au moins chronologique ou de provenance, construit ou entérine une rupture radicale entre le moment de la création de l'œuvre et le moment de la perception et de la contemplation par le visiteur. Alors, 6 mois après l'ouverture du centre, et je remercie encore quand même de nous avoir invités, c'est le temps, du coup, pour moi, d'une réflexion sur ce que nous avons pu mener assez rapidement, et où il est tentant d'expliquer finalement, où il apparaissait nécessaire donc d'expliquer l'histoire du palais-musée, de la forteresse médiévale à l'institution d'aujourd'hui, des collections royales aux collections publiques, mais en fait, à chaque fois, nous sommes attachés à raconter finalement le cheminement d'une œuvre, d'un monument, coupé du temps de sa création, extrait de son contexte d'origine, délié, on peut dire, de l'usage pour être désormais conservé, patrimonialisé, mis dans le musée. Et finalement, le pavillon de l'horloge, en racontant l'histoire de ce palais-musée du Louvre, s'attache à raconter et conter une histoire, non pas uniquement celle de la création, et c'est là sa particularité par rapport au reste du musée, mais l'histoire qui s'écoule, on peut dire, entre l'apparition de l'œuvre et sa place aujourd'hui, le moment de sa création et sa place aujourd'hui. Donc un temps qui nous mène de l'artiste au visiteur, du lieu de la construction au lieu de la réception, du temps de la création au temps de la découverte, dans une remise en contexte chronologique et spatiale. Et finalement, un des sujets du pavillon, ça a été justement de rendre visible ce parcours et ce cheminement, et de ce fait, de rendre visible ce qui est habituellement caché au sein du musée. Nous avons l'impression, et c'est une réalité, qu'en allant au musée, on est confronté directement avec un passé et qu'on espère toucher la main de l'artiste. Dans cette idée de cheminement de l'œuvre jusqu'à nous, il était essentiel de parcourir la chronologie jusqu'au temps présent. Et c'était un des enjeux essentiels de ce projet, c'est d'un parcours qui embrasserait non pas seulement l'ancien temps, mais qui irait jusqu'à aujourd'hui et qui rattacherait vraiment le présent de l'institution, son actualité, ses visiteurs, à cette histoire très emblématique au Louvre et même très imposante. Alors, le parcours se loge au sein du pavillon de l'horloge, d'où son nom, dont il a pris le nom, un espace central au centre du palais, vous voyez en rouge, espace, un axe de symétrie au centre, et qui illustre bien, emblématique de la pluralité, justement, des histoires du monument. En effet, il a été édifié sur une tour médiévale. Vous voyez en rouge le léger pourtour des restes de la forteresse médiévale. Il est accolé à l'aile de la Renaissance. Il a été lui-même construit sur Louis XIII pour être prolongé par Louis XIV, refaçadé par Napoléon III et aujourd'hui, enfin, dans l'axe de perspective de la pyramide de Paye, monument contemporain emblématique. Le centre prend place sur 3 étages et nous avons décidé de faire un parcours thématique pour que ce ne soit pas un parcours imposé, mais on est vraiment dans une idée d'un lieu de ressources où nous aurions donc, au premier niveau, s'appuyant sur les vestiges médiévaux, des espaces consacrés à l'architecture et à la fonction du palais. Le deuxième niveau, dans la chapelle, qui est au sein des différents départements, un espace consacré au musée et aux collections. Et enfin, un dernier niveau consacré à l'actualité du musée, à son quotidien. Alors, le temps était juste, je ne vais pas trop revenir sur cette dernière période, mais il était essentiel, et vous allez voir pour le propos, de vraiment considérer que nous voulions faire l'ensemble de ce parcours, parce que vraiment, embrasser le temps présent, le quotidien du musée, était un élément fondamental de cette réflexion et qui nous différenciait en cela du projet magnifique qui avait eu des anciennes salles de l'histoire du Louvre. Le Louvre, en effet, en 1989, lors de cet énorme bouleversement qui était la construction de la pyramide et qui était aussi le temps de la destruction d'une certaine histoire, a ouvert des salles de manière pionnière consacrées à l'histoire du palais. C'était de très belles salles avec une volonté pédagogique certaine, rendue visible par des maquettes, et vous voyez des photographies qui étaient présentées sur les parois en bois, mais qui se concevaient surtout comme un musée de l'œuvre. C'est effectivement ce qu'on peut lire dans le dernier volume de l'imposant ouvrage « L'histoire du Louvre » qui est paru sous la direction de Geneviève Bresse, Guillaume Fontenelle et Françoise Mardrus. Donc un musée de l'œuvre, c'est-à-dire une présentation de l'histoire du monument
comme une œuvre vraiment, et à partir d'une œuvre. Et effectivement, il y a des genres artistiques emblématiques qui étaient présentés, et en particulier, je pense à cette série de vues de salle, genre né au XVIIIe, avec Panini, Hubert Robert, et qui ont proliféré au XIXe siècle, et qui étaient principalement exposés dans ces salles. Vous voyez des salles d'histoire de l'art racontant une autre œuvre, qui était celle du Palais. Le nouveau projet s'inscrit dans la continuité de ces travaux, bien sûr, mais présente autre chose. Pas du tout en remplacement, mais vraiment, il faudrait les imaginer en complément. Les anciennes salles ont ouvert pour faire des salles d'exposition temporaire, mais on n'abandonne pas l'idée d'avoir des salles où on pourrait présenter, comme auparavant, entre autres, l'importante collection de ces vues de salles. Mais là, le propos n'était pas de présenter l'évolution historique d'un lieu, mais surtout de faire un lien avec le présent du visiteur, de cette histoire et de ce que cette histoire impliquait pour le visiteur ou ce qu'il pouvait en percevoir. Alors, faire cette démarche, quitter le musée de l'œuvre pour un espace de médiation, il faut dire, c'était aller à l'encontre de l'idée même du musée des Beaux-Arts tel qu'il s'est construit vraiment au Louvre. Un musée des Beaux-Arts qui avait une tendance à exclure le monument, très souvent, ou du moins à le lier à une scénographie pour les œuvres, avec parfois même une opposition de l'architecture, la manière, par exemple, dont l'ensemble des cours deviennent des salles fermées, la manière dont des circulations souterraines transforment la circulation des nobles étages, série d'éléments qui d'ailleurs a souvent opposé, dès le XIXe siècle, les conservateurs à l'architecte. Un musée qui met en valeur avec les œuvres, avec très peu de discours, et j'aurais pu aussi choisir, et j'ai vraiment hésité, à choisir l'emblématique monument montré par Claire Barbillon ce matin, emblématique de la manière donc de présenter de manière un peu schématique l'œuvre telle qu'elle était à l'origine, mais, on l'a très bien montré, aussi une œuvre qui est défaite pour rentrer, s'inscrire dans la présentation, par exemple, monographique d'un artiste, dans une chronologie, dans une histoire du style. On a donc des œuvres extraites, on va dire hors sol, extraites d'un contexte d'origine pour entrer dans une autre histoire. Et en essayant d'avoir très peu de discours autour, l'œuvre s'impose, ou je devrais dire le chef-d'œuvre s'impose, et se défait de gloses, bavardages, subterfuges qui viennent compenser, alors que l'art peut dire tout seul, mal compenser ce que l'art pourrait dire tout seul. Et on voit aussi dans la mise en scène la manière dont l'œuvre est très souvent isolée ou dont une série est magnifiée par une mise en scène particulière, un éclairage, par des contingences et des matérialités. Alors, pour nous, notre propos, c'était aller à l'inverse de cette histoire, puisque c'était surtout de raconter l'histoire, justement, qui lie les œuvres les unes avec les autres. C'est replacer ces œuvres dans une continuité, dans un temps historique, dans un lien les unes même avec les autres, et donc finalement de raconter tout ce qu'on essaye d'éviter ou de cacher. Alors, je vais m'appuyer sur 3 exemples de ce que nous avons tenté de faire et dont nous attendons encore de voir si cela fonctionne et comment on pourrait le faire évoluer. 3 exemples un peu différents qui vont donc du monument à l'objet, de l'architecture au fragment, qui évoquent finalement la distance qui n'est habituellement pas rendue visible, où tous les éléments sont extraits d'un ensemble plus vaste et ici remis en contexte, puisque le contexte est justement notre sujet. Alors, c'est vrai que dans la disparité de ces éléments, vous allez peut-être avoir l'impression, vous allez voir la variété des supports de domination, un peu d'un catalogue général, mais je vous invite à voir les espaces, parce qu'il s'agit justement aussi d'espaces à expérimenter et à parcourir. Alors, 3 exemples en partant donc de cette idée du monument que nous devions faire voir. Très rapidement, il s'agissait aussi de rénover les vestiges de la forteresse, et c'est vrai, là, d'un autre point de vue, où il nous a fallu malheureusement renoncer à l'éclairage théâtralisé, pour des questions de normes et pour des questions de nécessité d'éclairage pour rendre ce parcours accessible, mais cela nous a obligés, de fait, à repenser un éclairage qui s'éloigne de la mise en scène mystérieuse et théâtralisée telle qu'elle avait été conçue, d'ailleurs par aussi un architecte lié au théâtre, Richard Peduzzi, mais de redonner un contexte, remettre en contexte ces vestiges qui, comme vous le savez, étaient des vestiges vus de l'extérieur, ce sont des vestiges d'éléments extérieurs, et où il s'agissait de donner une impression d'éclairage de jour, en tout cas une très forte luminosité, au risque parfois d'être confronté donc un peu à la rudesse de cette réalité de la forteresse et de l'aspect très imposant de ces monuments. Remettre en situation, c'était donc, et vous allez le voir, une préoccupation constante, aussi nous resituer.
Et c'est vrai que justement, dans cette optique où le musée est aussi une expérience hors du quotidien, c'est vrai que nous avons eu de cesse là de nous replacer, de nous resituer, parce que c'est justement une difficulté aussi pour le visiteur qui vient au Louvre, la complexité de son plan, la difficulté de saisir le lien entre l'intérieur et l'extérieur, renforcée par l'ensemble des circulations en sous-sol qui ont été faites et qui sont absolument nécessaires. Remettre en situation, replacer, relocaliser, et nous l'avons fait à partir de dispositifs tactiles. C'est effectivement notre sujet de rendre accessible l'ensemble de ce parcours, mais pour nous, un vrai sujet de pouvoir s'appuyer sur ces dispositifs qui ont été créés par Tactile Studio, qui sont finalement les seuls éléments que nous mettons à disposition, parce que le langage assez simplifié de ces éléments-là permet de rendre compte aussi de ces éléments que nous voulions voir intervenir, donc nous resituer. Et vous voyez ici des prémices sur quoi je reviendrai, c'est-à-dire cette volonté de nous situer dans un parcours, l'élément vous êtes ici étant important, s'appuyer sur l'expérience du visiteur et à son échelle expliqué, et vous voyez l'importance aussi de l'échelle, par exemple quand la grande tour, où nous tenions absolument à indiquer l'échelle humaine pour avoir ce repère qui est celui du visiteur. Et aussi, vous voyez, replacer les vestiges anciens sur le plan d'aujourd'hui. Donc vous voyez là le plan en laiton, avec ce jeu de matière qui avait un sens pour les personnes malvoyantes, ce laiton qui retrace, et un élément qu'on verra toujours, le plan du Louvre aujourd'hui, et où était ce que nous voyons, où nous sommes nous-mêmes par rapport à ce plan, et de faire ces allers-retours réguliers. Ici, de la forteresse au palais d'aujourd'hui, et même, vous voyez, de la forteresse par rapport à Paris à l'époque. Alors, vous pouvez voir aussi peut-être, dans ce souci de replacer, de resituer, la question de l'échelle. Par exemple, je vous ai parlé de l'échelle du personnage, mais vous voyez aussi à la droite une échelle métrée pour indiquer que la tour faisait plus de 30 mètres. Et vous voyez ici, le jeu d'ailleurs que les personnes qui ont conçu le dispositif se sont appropriées, une règle métallique sur le côté, et instaurant bien un aspect qui peut paraître un peu trivial, mais qui était pour nous du domaine de l'étude, de l'expérience, et d'avoir cet élément récurrent, cette échelle que nous rappelons régulièrement avec presque des outils de travail. Donc, donner à voir, c'est vrai qu'on l'a fait aussi de manière maintenant peut-être un peu attendue, avec un film 3D et les difficultés d'interprétation que cela, ou de choix que cela a obligé de faire, mais là, c'est vraiment pour donner à voir à un visiteur et se replacer. Là, j'insisterai juste, parce que c'est aussi un aspect qui nous intéressait, que vous voyez, cette expérience-là, la plupart du temps, justement, c'est partir de celle du visiteur. Vous regardez ça aujourd'hui, et par un filtre, là presque magique, qui saute justement le temps, revenir au temps passé. Vous voyez ici, par exemple, l'éclairage encore persistant dans le moment où l'image est en train de changer pour arriver à comment ça pouvait être. Alors, expliquer, donner une échelle, ou se resituer, on l'a fait aussi de manière spectaculaire par ces très imposantes maquettes qui ont été créées par Anagramme Audiovisuel et qui sont un élément essentiel de l'ensemble des dispositifs, un point commun que l'on retrouve dans tous les espaces. Alors, c'était justement donner un point de vue sur le monument, vous pourriez dire mettant le monument à l'échelle d'un objet, mais en tout cas permettant de se resituer, de le relire et aussi d'évoquer son histoire. Alors le parti pris justement a toujours été de prendre la maquette du Louvre d'aujourd'hui, mais d'en raconter l'évolution historique et surtout en partant du principe qu'à partir du Louvre d'aujourd'hui, nous allons expliquer ce qui reste des temps passés. Et donc vous voyez par un jeu de projection placé où était justement l'enceinte de Paris, qui vous voyez là coupe la cour carrée, vous voyez en blanc, mais vous le verrez mieux sur place, la forteresse médiévale et même ces éléments de couleur qui sont les toits des maisons qui étaient à l'époque. Donc partir du visiteur et du temps présent, remonter le temps pour faire comprendre cette épaisseur historique qui est la richesse d'une construction comme celle du Louvre. Nous l'avons fait donc pour l'extérieur, mais aussi pour l'intérieur, en donnant à voir ce qui est difficilement perceptible, c'est par exemple la superposition des niveaux que le visiteur, habitué à son plan, ne perçoit plus, prenant le plan comme ce millefeuille horizontal, alors qu'architecturalement, il s'est quand même édifié essentiellement verticalement. Et donc donner ces différences avec toujours où on se situe. Vous voyez là le Louvre médiéval, la salle Saint-Louis, et puis la manière dont on explique que cette salle Saint-Louis, elle était sous la salle la plus importante et elle ne se comprend que comme ça parce que la salle imposante est juste au-dessus. Et donc des consoles qui permettent de donner à voir les étapes, justement par des sources iconographiques, la manière dont on est passé du temps présent au moment de la création.
Donc, une pluralité de supports qui ont été unifiés par une recherche donc, graphique et par le travail des architectes, s'appuyant sur toutes ces questions de mobilier et de vocabulaire. Vous voyez, un mobilier assez noble qui n'est pas loin de rattacher ces éléments de médiation à des objets avec l'usage, par exemple, du laiton ou d'une mise en valeur pour considérer qu'il s'agissait d'éléments imposants qui se sont, en tout cas, ont été conçus et construits avec les uns par rapport à l'autre et avec l'ensemble. Exposer le monument, mais aussi raconter l'architecture à partir de l'importante collection de lapidaires que le musée du Louvre conservait. Et donc, dans ce cheminement médiéval, on peut dire, il y a à un moment donné une faille, c'est cette salle de la maquette construite dans les années 80, avec ce béton caractéristique de ces années, des travaux de l'architecte en chef Duval. Et là, dans cette salle, comme une faille donc chronologique aussi, nous avons décidé de parcourir les siècles, avec un mur médiéval, la Renaissance, Ancien Régime, 19e et 20e, fermer cette boucle temporelle qui commence ici. Donc une présentation chronologique avec un mur dédié à chaque période où nous allons à chaque fois revenir sur ces éléments qui nous paraissaient constitutifs pour la compréhension, le plan du monument, aujourd'hui, hier, et les éléments qui l'ont constitué, et en particulier l'important décor sculpté qui était présent. Un décor sculpté qui se présente, vous voyez, sur la simplicité de ces murs, un peu comme dans un atelier ou dans un lapidaire, avec ce jeu juste d'une mise à l'échelle ou d'une cantation, et vous voyez cette importance aussi d'éléments constitutifs du type chapiteau, par exemple, puisque c'est une salle où, en montrant cette évolution, en montrant d'ailleurs la manière dont le Louvre s'est appuyé sur une matrice, le Louvre Renaissance, après le Louvre médiéval, qui n'a cessé de reprendre tout en se modifiant, nous souhaitions aussi justement parler d'architecture et de vocabulaire architectural, lier le plan et son élévation, l'importance, vous le verrez, des éléments de façade et aussi au vocabulaire architectural. Donc, une ligne continue suggérée par ces chapiteaux et leur évolution au cours du temps, mais aussi un décor sculpté qui se fait de plus en plus important. Vous pourrez voir également cette table qui court tout au long, vous voyez, de la table. Et qui est cette table? On a parlé de maître. On a aussi imaginé une console ou une table. Donc, vous voyez qu'on se place vraiment dans le cadre de l'étude d'une table qui est le support des dispositifs de médiation. Support des dispositifs de médiation qui sont donc à la mise à la disposition du public de manière assez libre pour différents publics. Et c'est là tout le travail que nous avons pu faire avec le service de médiation numérique et graphique. Donc Stéphanie Orlik, Sophie Hervé, Moira Filiol, Sophie Girard, nous avons été nombreux à travailler, et puis Sophie Picot-Bouquillon, qui spécialiste de sculpture et d'architecture, qui y a contribué, où nous avons conçu aussi des éléments pour différents types de publics, mais en considérant que chaque dispositif nourrit aussi l'ensemble. Et donc vous reconnaissez ces grandes tables tactiles avec le plan. Là, nous sommes à l'époque, vous voyez, de la création du Palais des Tuileries et de la Grande Galerie d'Henri IV, ces façades que l'on décrit avec quelques éléments de vocabulaire, et ce chapiteau présent dessus qu'on donne là, non plus à voir, mais à toucher, pour parler aussi d'ordre et de vocabulaire. Vous voyez aussi un dispositif numérique de grande taille et des cartels. Alors nous avons beaucoup, et c'est vrai que j'étais très sensible à l'invitation, du moins à l'évocation du cartel, donc là un cartel un peu particulier pour parler d'architecture. Et c'est-à-dire replacer un fragment dans un contexte, à défaut de pouvoir le faire réellement. Là, les exemples aussi de Claire Guébar-Brillant ce matin étaient très fructueux pour nous, mais là, on est dans un cadre où nous n'avons que 2 éléments de fragments, extraits d'un décor souvent disparu, donc très partiel et très parcellaire, que nous plaçons, mais que nous resituons à l'aide de ces cartels, avec toujours l'élément graphique important. C'est vrai qu'au musée, la question de la traduction et du nombre de visiteurs étrangers est important. Donc c'est une manière, mais c'est aussi pour rester dans cette grammaire où vous voyez l'image de l'objet qui est présenté et après la manière d'où il était. Où il était sur la façade, l'importance du rôle des chapiteaux dans la construction de l'architecture, et il était aussi trouvé alors autour de la cour carrée, façadette, façade sud, et nous le décrivons. Ce faisant, donc, nous racontons finalement aussi, nous donnons à voir tout ce qui a été perdu. Et c'est vrai que c'est aussi ce jeu des destructions régulières qui ont fait le Louvre aujourd'hui, puisque chaque roi ou chaque projet est venu souvent s'appuyer sur un autre, parfois on risque de le détruire. Et vous voyez par exemple le chapiteau qui décorait la Grande Galerie, qui appartenait à un des côtés d'une façade, qui a disparu parce que l'architecte Le Fuel a construit
une aile, et donc a abattu cette partie de la cloison pour relier une aile, et on les a enlevés, et nous n'avons retenu de ces éléments-là que ces chapiteaux. Et c'est vrai que le musée, c'est aussi le choix de l'histoire, pour parler du hasard ou de la coïncidence aussi évoquée ce matin, que nous donnons à voir ici, mais en le replaçant et en les situant les uns avec les autres. Vous pouvez le voir avec un autre type d'éléments, ces cariatides, où nous étions attachés à présenter ces éléments de terre cuite, donc esquisses pour le pavillon de l'horloge de Le Mercier, donc esquisses de Sarrazin, qui ont servi de modèle et qui sont repris ensuite par Cavelier ici. Donc des cariatides, toutes les deux en terre cuite, mais qui se distinguent, parce qu'elles ne sont pas évidemment sur le même mur, par leur situation aussi particulière, et en même temps, on rappelle le rôle. Alors c'est vrai, là je simplifie un peu parce qu'il ne vous aura pas échappé que je présente aussi bien des éléments fragmentaires, mais aussi des études, des esquisses, et vous verrez même des tirages. Donc des éléments de différents statuts, il faut le dire, mais c'est vrai que vous le voyez un peu dans cette image, nous étions attachés aussi à montrer cette pluralité. Et c'est vrai que ces espaces ou ces vitrines peuvent nous permettre aussi, en de visite, de parler justement de la maquette première, d'un travail préalable, d'une esquisse, ou même, vous le verrez après, d'un tirage. L'imagerie numérique qui l'accompagne permet justement de donner les sources de cette reconstitution, donc d'être transparent sur la manière dont on reconstitue cette histoire, avec parfois les fragilités de notre constitution, les doutes et les manques, mais de donner à voir l'ensemble de ces sources, tout en racontant d'ailleurs l'importance que le Louvre pouvait avoir comme source régulière d'une imagerie régulière. Donc là, une variété qui est commentée à chaque fois. Et puis là, de manière un peu plus ample, pour un sujet complexe comme ces reliefs de l'atelier de Jean Goujon qui étaient sur la façade, qui ont beaucoup bougé, là, un cartel numérique de petite taille raconte de manière un peu plus ample ce qui est dit dans les cartels graphiques, où donc nous ne parlons pas seulement du travail de l'atelier, du travail de Jean Goujon, ni de l'iconographie, mais aussi de la fortune et du parcours de cette œuvre qui raconte beaucoup du Louvre. La manière dont ces éléments de la façade nord de la cour carrée ont été détruits, remplacés, déposés, prêtés et revenus au Louvre. Et vous voyez la situation aujourd'hui, la manière dont ce décor est finalement présenté de manière morcelée dans l'ensemble du palais. Alors, il y a également, dernier élément, disons, pour tous ces moyens, comme on a dit aussi ce matin, pour combler le manque et l'absence, pour raconter une histoire et tout son cheminement, c'est aussi la grande maquette du centre. Vous voyez ici le triomphe de Flore de Carpeaux. Cette fois-ci, c'est un tirage qui dit la fortune de l'œuvre. Le modèle est ici à Orsay. Vous voyez donc ce tirage mis en hauteur avec le cartel tel que vous l'avez vu, qui inscrit spatialement et aussi chronologiquement avec cette frise en bas, et qui en regard de la grande maquette dont le réalisme et le rendu encore dû au travail d'anagramme audiovisuel permet, quand vous êtes sur place, de reconnaître parfaitement Flore qui est sur ce pavillon. C'est vrai, dans un face-à-face un peu osé pour ce qui est d'échelle, puisque ce tirage qui n'est pas à l'échelle 1 se retrouve plus grand que le modèle, mais vous voyez dans un face-à-face que l'on veut constant, dans différents moyens, pour raconter la manière dont le Louvre s'est construit. Et le Louvre est justement cette histoire complexe d'abandon, reprise, destruction, construction, modèle et l'élément. Et c'est vraiment ce parcours et cette pluralité qui est une des richesses du Louvre et que l'on voulait être au centre de notre sujet. Ce principe de remise en contexte, de remise en situation, nous l'avons également porté quand il s'agit de l'histoire des collections. Donc là, c'est un dernier petit focus sur la présentation du pavillon et la manière dont les collections se sont constituées et ont pris place au musée du Louvre. Ce que l'on vient de dire sur le palais pourrait aussi s'adapter à l'histoire des collections du musée. Parfois, la manière dont des ensembles qui étaient complets se sont défaits, sont venus au Louvre, ils se sont transformés au gré des collections et dans leur venue au Louvre. Et nous voulions aussi, dans un espace dédié, la chapelle, raconter cette histoire en l'inscrivant toujours dans la réalité du musée. Cette réalité du musée, elle est donnée par notre troisième maquette, que nous avons vue peut-être, vous voyez, déshabillée au fur et à mesure que nous nous élevions, puisque notre deuxième maquette
enlève certains murs pour montrer l'intérieur, et la dernière maquette a enlevé tous les murs pour monter, cette fois-ci, les plateaux du musée. Et dans ces plateaux, nous montrons les parcours d'aujourd'hui. Quelques œuvres emblématiques, comme les chevaux de Marly, sont replacées pour bien que nous nous situions. C'est une maquette qui raconte justement la manière dont les œuvres ont petit à petit, il faut le dire, envahi ce musée. Et combien leur attachement d'aujourd'hui est lié à leur présence d'origine, comment les collections royales des sous Henri IV avaient place dans l'aile sud du musée, comment on a petit à petit conquis autour de la Concarré, la Grande Galerie, et la manière dont le Louvre, les œuvres ont conquis cet espace jusqu'au départ du ministère des Finances, encore assez récemment. Une histoire qui ne fait qu'enrichir notre compréhension des œuvres et de ce cheminement qui, entre autres, est passé, par exemple, ce passage fondamental des collections royales aux collections nationales. Donc une maquette pour resituer, et ensuite chacune des œuvres, quelques œuvres emblématiques de ces histoires qui sont décrites dans la singularité justement de leur parcours. Vous voyez ici, par exemple, ce couple qui appartient à la collection de Dominique Vivant du Nom et qui est donc un des éléments premiers du musée égyptien qui était au Louvre, donc que nous présentons, et vous voyez avec un cartel numérique qui raconte justement ces plusieurs étapes. Il n'y a pas que l'origine qui est à droite, le moment de sa création, il y a également son parcours jusqu'à l'arrivée dans le musée. Donc 3 temps, toujours reproduits pour ces œuvres qui sont ici présentes, le moment de la création et le moment de l'arrivée du musée. Et au milieu, encore une brique ou un chapitre qui raconte le passage de l'un à l'autre. C'est donc cette histoire qui est ici le sujet. Et d'ailleurs, cette histoire, elle dit beaucoup sur l'œuvre. Elle peut raconter, par exemple, ce parcours qui l'amène de les mains de l'artiste à celle du visiteur, d'une propriété privée, on pourrait dire, à cette propriété publique et nationale. Ce parcours dit aussi des œuvres. La manière, par exemple, dont les pages pour les peintures, les pages intermédiaires sont extrêmement nourries, parce que la peinture, l'élément mobilier, est passé de main en main. Alors, pour que certains objets archéologiques, comme les figurines de Suse, on est passé du moment de la création et de la fonction, la dépose par exemple dans un sanctuaire ou dans une tombe, directement au moment de l'arrivée dans le musée. Et qu'on a ce moment particulier de la découverte qui est le moment vraiment où, entre le moment de la création, il y a un lien direct. Donc même l'examen de ces différentes parties de sa vie disent de leur statut particulier et incluent le visiteur. Il est vrai que, vous voyez, dans ces histoires et ces dispositifs que nous abordons, du coup, nous avons un propos assez bavard, circonscrit dans cet espace. Il ne s'agit pas du tout de considérer que l'ensemble du musée devrait se transformer de la sorte. Vraiment, il s'agit d'un espace spécifique pour donner quelques exemples. Un espace spécifique qui présente et qui, on pourrait dire, leste ses œuvres, mais qui était aussi hors sol, et qui donne à voir ce qui n'était habituellement pas visible, c'est-à-dire l'enjeu de cette trajectoire. Et finalement, cette trajectoire, c'est ce temps entre le moment de la création et le moment de la dénotation, de la découverte ou de l'étude au sein d'un musée, et qui est une transgression dans un musée, habituellement dans un musée des Beaux-Arts, où on s'attache, et le visiteur aussi peut-être parfois s'attache à se retrouver dans le temps de l'artiste et d'être comme dans l'atelier de l'artiste, mais faisant fi alors la plupart du temps du changement de sens de l'œuvre, du changement de fonction, et même parfois de l'altérité de son aspect premier. Alors, avec le recul, il s'avère qu'un des sujets qui a été finalement au cœur de la réflexion, sans que nous en ayons vraiment conscience, c'est bien ce moment, ce temps qui est passé. Et c'est vrai que ce que nous racontons, c'est un parcours géographique, mais c'est aussi un parcours temporel, une trajectoire entre ce temps qui est passé entre le moment de la création et d'aujourd'hui, et qui a pu être très long, et qui a pu beaucoup transformer l'œuvre ou la création. Alors, du coup, pour parachever cette réflexion et pour conclure, il faut dire que nous avons opté pour un choix radical qui est encore presque en discussion. Nous avons beaucoup hésité, mais il semblait avoir une cohérence. Et Jean-Luc Martinez y tenait beaucoup, grâce ou en dépit de sa formation d'historien, c'était de poursuivre la réflexion jusqu'à inverser le sens de nos chronologies et de partir du temps présent. Alors c'était en cohérence, par exemple, avec les films qui partent du temps présent et qui remontent le temps, ou avec la maquette qui montre l'état actuel et qui, par projection, remonte le temps. Et nous avons effectivement opté pour un sens chronologique qui va à l'encontre du sens habituel de lecture, puisque c'est à droite que nous avons l'origine de la création, ou le Moyen-Âge, ou le moment de la création. C'est-à-dire qu'on part du temps présent, c'est le sens de la lecture, nous partons du temps présent, de l'expérience du visiteur, et nous l'invitons à remonter le temps
avec un jeu. Donc, nous aurons et nous mènerons une étude aussi sur le public en 2017 avec le service d'études du musée nous avons la chance d'avoir pour voir. Mais c'était peut-être de manière un peu forcée, mais d'aller jusqu'au bout de cette réflexion qui était que nous voulions absolument raconter cette histoire qui n'est habituellement pas vue pour aussi, et c'était l'analogie, faire un lien avec le visiteur qui parcourt aujourd'hui les musées du Louvre et l'inviter, parce que le musée, et pour reprendre l'adage familier, que c'est aussi un lieu pour remonter le temps. Merci.